KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. La voiture est entrée dans un chemin de ferme. Pierrounet tient la bouche du bon cheval négro. Le véhicule cahote. Il tombe d'un bloc dans de profondes ornières familières, ce qui réveille Augustin. Sa maman est durement secouée, mais le paquet humain qui dort dans ses bras n'a pas bougé. Des morceaux d'une plus ancienne enfance renaissent des précédents voyages, que l'enfance d'aujourd'hui accueille avec une avidité protectrice et concentrée. Tout est semblable. Le temps n'a logé entre les choses aucune séparation. On voit de moins en moins. La nuit enveloppe la voiture, mais Pierrounet et Négro n'ont pas besoin de jour. Tout autour d'eux, à hauteur d'homme et de cheval, il ne reste presque plus de lumière. Augustin constate, en levant la tête, qu'elle n'a cependant pas encore quitté le rond verdâtre du ciel. Des feuillages couleur d'olive noire, usés par des places, dégingandés, surplombent les buissons bordiers. Ce sont les frênes des alentours de fermes, régulièrement exploitées par les paysans. Une légère odeur de bestiaux, de foin sec et brise de prairie, demeure en permanence sous ces frênes. Soudain, un triangle rigide, stabilisé et dur, sort des capricieuses masses végétales et de l'inconsistance du crépuscule. Comme un long trait tiré sans règle, l'échine d'un toit apparaît tout entière. C'est la maison. On perçoit des fanaux et des voix. Cette nuit est curieuse. Très au-dessus de la maison, ces hauts espaces ne s'occupent pas des hommes et les dédaignent. Mais à ras du sol et des toits, savoureuse et épaisse, traversée de cris et de lumière, baignée dans la joie humaine, on la dirait parente des nuits de Noël. Ils sont à table, en train de souper, mais ils ne mangent pas, comme vous le croiriez peut-être, la soupe de tous les jours, une soupe ordinaire, une soupe d'écuelle, aux choux, au saindoux et au pain bis. Non, c'est un souper de cérémonie, qu'on mange dans des assiettes. La soupe est faite de miches, elle renferme aussi du lait, du beurre, des pommes de terre et des raves qui vont bien ensemble, et du fromage gras. Les fils du fromage fondu tournent autour des cuillères. C'est comme aux grandes fêtes, au baptême, au mariage et aux premières communions. Même on a étalé sur la table un drap de lit qui sent le soleil et les prairies, et qui respire à travers la soupe. À cette table, pour le moment, quelques places vides. D'abord celle de maman, qui est allée coucher Christine après un rapide repas d'enfant. Puis celle de la très vieille grand-mère, la maman du tonton Blaise. C'est plus qu'une grand-mère. C'est la grand-mère de maman. C'est une bisaïeule. Le papa d'Augustin lui a expliqué. La vieille grand-mère n'est presque, pour ainsi dire, jamais assise. Bien sûr, tante Agathe, la femme de l'oncle Blaise, a fait cuire le souper. Mais vous pensez bien qu'il faut néanmoins surveiller à la cuisine. Même les plats qui paraissent cuire tout seuls, comme le jambonneau, le salé aux pommes de terre, qui viendront après la soupe, on dirait qu'ils ont besoin de sentir qu'on a l'œil sur eux. Quant au gigot, le vrai moment de la rosée n'est pas quand il est roussi, mais un peu avant. Enfin, il faut savoir, n'est-ce pas ? Et il faut s'assurer que tante Agathe sait. Ainsi se comportait-on jadis, du temps que la vieille grand-mère était jeune, quand les enfants revenaient pour quelques jours dans les domaines d'autrefois, sur les planèzes pastorales. On aura bien le temps de faire comme on voudra quand elle n'y sera plus. L'autre tante, aussi, est toujours levée de sa place, celle qu'on appelle Marie de Labro, du nom du domaine où elle est née. À elle sont dues les pompes de la confiture, énormes tartes campagnardes que l'on cuit au four. Elles sont cuites depuis midi. Elles attendent, bien tranquilles. C'est vrai. Mais il faut bien s'assurer qu'elles sont toujours là. On ne sait jamais. Enfin, les responsabilités sont si vastes qu'il en reste toujours une partie survivant aux besognes et se dépensant inemployée.
La pièce où il mange s'appelle le salon. Il y a de grandes portes doubles avec de belles ferrures et un loquet qu'on soulève pour ouvrir. Augustin sait que les serrures ouvraient ainsi autrefois. Le plancher est fait de larges planches lavées et qui fléchissent lorsqu'on marche. Quand on traverse le couloir pavé de dalles qui s'étend derrière le salon, on se trouve devant une autre porte toute semblable, avec les mêmes ferrures et le même loquet. Elle mène à une cuisine immense, pleine de pénombre rouge et noire, avec des ronds jaunes, palpitants et variables, suivant les endroits où l'on promène la lampe à pétrole. 8 ou 10 valets de ferme mangent à une longue table. Leur dos pèse sur leurs coudes. Le tonton Blaise mange avec des choses qui sont à lui. Une fourchette, une cuillère, toujours les mêmes, très grosses, en argent. Il tient à pleine main un couteau de poche large, ouvert, pour le cas où il en aurait besoin. On a allumé la grande suspension. Elle donne une noble lumière de bonheur et de cérémonie, sous un abat-jour vert d'eau. Tante Agathe la regarde parfois anxieusement, comme si elle avait une volonté et qu'il convienne de l'encourager, de temps à autre, à bien brûler. La petite s'est rendormie, annonce maman qui redescend des chambres. 2 autres personnes reviennent avec elle dans la salle à manger. D'abord une autre tante qu'on nomme Noël et qu'Augustin n'a fait qu'entrevoir. Et aussi une petite fille rouge, massive et farouche, que cette tante mène par la main. On l'appelle la Marie de chez nous, pour la distinguer de la Marie de Labro, parce qu'elle est née sur le domaine, comme tout autre petit animal, robuste et innocent. On entend « Ah, voici la Marie de chez nous. Viens dire bonjour aux cousins, viens les embrasser. » Mais la Marie de chez nous cache sauvagement sa petite tête dans les jupes de sa protectrice. Un coin de bonnet blanc, un œil bleu, craintif et coléreux. C'est tout ce que les nouveaux cousins en apercevront ce soir. Elle a pourtant voulu descendre, regrette Noël. Donne-lui un morceau de pompe, prononce l'oncle Blaise, et fais-la remonter. Juste après cet intermède, se produisit un incident qui frappa beaucoup Augustin. Grand-mère, restée debout, prit un air absent, parut chercher à s'asseoir et s'approcha d'Augustin comme si elle se trompait de chaise. Il sentit qu'on le saisit par derrière, qu'on lui prenait le cou et la tête. 2 lèvres molles, toute une chair spongieuse et lassée, se posèrent sur son visage avec une timidité frénétique. Des mots français mêlés de patois proféraient des plaintes tremblées. « Qu'il y avait longtemps que je t'ai plus vu, pauvre Petiot, pauvre Petiot !» Elle semblait croire Augustin lamentablement malheureux. Des choses dépassent les petits-enfants. Beaucoup plus tard, le Petiot comprit le vrai sens de cette obscure plainte sénile et quel était le substitut de l'autre plus clair. J'avais bien cru ne plus te revoir. La vieille grand-mère ne sait pas analyser son cœur. Le sentiment qui l'habite, proéminent et inassimilé, c'est une grande souffrance générale de deuil et de fin de vie. Ne pouvant songer à se trouver malheureuse parce que, dans ces profondeurs de résignation religieuse et d'acceptation héréditaire, l'idée ne lui fût jamais venue de s'écouter, comme ils disent, ayant cependant besoin, pour en faire l'objet de ses attendrissements, d'une autre personne qu'elle-même, qu'elle choisissait de tous ses enfants le plus lointain, le plus rarement vu et le plus petit. La grand-mère est encore plus vieille qu'au précédent voyage. Elle l'est surtout autrement. Jadis, l'âge voûtait déjà son dos, froissait sa face, la teignait de violet, faisait trembler ses genoux et ses mains. Maintenant, la vieillesse pénètre des parties jusqu'alors inaccessibles, les retraites souterraines où remue la vie. C'est une fatigue de toute l'âme, et le corps et le cœur s'y rencontrent en un même désir du grand repos. Qu'a donc de changer l'air du salon? Et quand est venu le cousin Jules? Peut-être lorsque grand-mère embrassait son petit enfant? Augustin ne se souvient pas de l'avoir vu entrer. «
à moins que ce bruit de souliers ferrés et de roues de voiture. Il est là, voilà tout, avec l'un de ses fils, Antoine, sorti pour les vacances de son petit séminaire. L'autre fils, Antonin, qu'on vient d'ordonner prêtre, n'est représenté que par sa photographie. Antoine est petit, mordant, trapu et renfrogné, comme un bulldog sur son arrière-train. Augustin entend avec un respect intimidé l'âge considérable de 15 ans. Qu'il est vieux! Jouera-t-il comme les années passées sur les élastiques prairies? Le grand morceau de séparation que le temps n'a pas voulu loger entre les choses, c'est entre les hommes qu'il se trouve. La conversation a bien changé. Les nouveaux venus en sont le centre. Dédaignant la serviette, l'oncle Blaise s'essuie la bouche avec sa main énorme, dont on ne peut savoir si elle est propre ou sale, les champs lui ayant conféré une couleur terreuse et inlavable. De son épaisse figure pacifique, les ordres tombent indifféremment sur sa femme, sur sa bonne, sur les gars de ferme, avec le même poids de pattes lourdes. On parle patois. Il s'agit de foires, de prix de vaches, qui s'énoncent en pistoles, de lointains herbages dans la montagne, derrière d'interminables étendues pastorales. Toutes ces choses sont très mystérieuses. Posée par tante Agathe sur l'assiette de l'oncle, une moitié de saucisson, d'où jute un bouillon jaune, fume, sentant la sauge et le feu de bois. Enfourné par d'énormes bouchées, blotti au creux de ces morceaux de miche, il ralentit le rythme des explications. Dans ce repas, en effet, comme en bien d'autres, l'oncle Blaise se partageait en deux. Un premier oncle Blaise, velu et colossal, chargé de dévorer mécaniquement ce que servait tante Agathe, et l'autre, celui qui expliquait les bêtes à vendre aux foires et au marché. À eux deux, ces oncles n'ayant qu'une même bouche, quand elle était prise par l'oncle qui mangeait, l'oncle qui parlait devait, pour continuer de parler, déplacer les morceaux de miche. Le cousin Jules dit « Faut appeler le Mestreval ». Il vint, ouvrit la porte et fit « Et bonsoir, messieurs et dames. On a fait un bon voyage ?» Puis, encourageant « Allons, c'est ce qu'il faut. » Il sentait une bonne odeur de fumier de bête. Il se retourna pour fermer la porte. Le gigot circulait, appuyé de grosses salades vertes. À l'autre bout de la table, Madame Méridier et la grand-mère formaient à elles deux un groupe ému, fermé, lointain, tout occupé de passer. La main en cornet, le coude sur la nappe, Monsieur Méridier prenait des leçons de phonétique. Quelques termes, très près du français, coupaient le courant du patois technique. Les autres mots, dont on ne savait ni où ils se séparaient, ni s'ils chevauchaient l'un sur l'autre, sonnaient comme une langue étrangère, et la conversation ressemblait à un brassage continu de morceaux de bois. Les voix étaient faites d'une rude matière première, utilisée à l'état brut. Un sens général assez clair finissait cependant par émerger, dans l'incognito de ce patois. Les craintes, les combinaisons, les prudences se montraient et se cachaient sans qu'on pût savoir sur quoi elles portaient au juste, mais on devinait leur existence. Les prix, disait-il, baissaient. Les marchands étaient maîtres. Tous parlaient d'une manière curieusement différente, où se reflétaient leur âge et leur tempérament. L'oncle Blaise prenait un air vieilli et résigné. Vieux chef, il fléchissait devant des chefs plus forts. Il répétait en français « Les marchands sont maîtres, les marchands sont maîtres !» Il semblait leur faire hommage dans leur propre langue, ces marchands maîtres qui viennent de loin, parlent entre eux le langage des villes, manipulent des réalités bien trop complexes pour un patriarche de grands domaines. Le cousin Jules caresse son nez long. Il n'est pas le chef, il n'est pas le gendre. Sous ses cheveux, ras comme ceux d'Antoine, entre le bout de ce nez long et ses yeux convergents, suinte une essence de fine ruse qui attend son heure. Un jour, à son tour, il sera maître au grand domaine, quand l'oncle Blaise se reposera dans la belle tombe de sa concession à perpétuité, dûment confessé, administré, oint d'huile et enfin mort, muni des sacrements et des rites qui mettent dans leurs rudes mains positives
tous les atouts possibles contre le grand risque éternel. Antoine remonte ses petites épaules lourdes, serre les dents, vrille ses yeux violents sur un point de la table où, parmi les pelures de fromage et de saucisson, invisibles pour les autres mais clairs pour lui, brillent les yeux des marchands maîtres. Sur sa figure rayonne une férocité tenace et jeune, à longue échéance. Le portrait d'Antonin regarde, au travers des murs, des choses lointaines, sans rapport avec les préoccupations qui s'agitent devant lui. Sur le haut de ses joues inégalement rasées, de sombres yeux sans reflet maintiennent un raide ascétisme têtu. On entendit un ronflement métallique, comme si l'horloge se raclait la gorge avant d'émettre de très vieilles heures. Augustin, lassé de manger, lassé de veiller, écoutait avec gratitude la voix basse et claire de sa mère. « Il faut aller te coucher, mon petit. » L'enfant monta, les mains pâteuses de confiture et vertigineux de sommeil. Cependant, il ne dormit pas tout de suite. Trop de mirages le dominaient encore. Il sentait le grattant des draps de chanvre. L'extraordinaire odeur de vieux meubles, de pain-billes et de grange qui régnait dans la salle à manger pénétrait aussi la chambre et sans doute toute la maison. Par la fenêtre paysanne entrait l'air de 1000 mètres, glacé par l'altitude et par la nuit. Mais sa respiration s'égalisa bientôt dans le grand froid tranquille, homogène et pur. Chapitre 2. Le temps des rameaux nus. Le père et l'enfant. Ces très anciennes recollections n'ont plus d'intérêt maintenant. Augustin les exhume de vieilles caisses au hasard des explorations. Il transmet dédaigneusement aux frères et sœurs plus jeunes les chevaux sans queue mais avec pattes, les bons hommes usés mais gardant leur tête, les livres d'enluminure salis mais dont aucun feuillet n'est arraché, conservés par un petit garçon sérieux, plein de soins et de méthode. C'est plus tard, beaucoup plus tard, qu'il découvrit la vraie couleur de ces 4 premières années. Invisible pour un enfant de 4 ou 5 ans, autant que pour un escarbot le plan des herbages où il s'absorbe, elle est encore très difficile à voir quand on a le double de cet âge. Augustin ne se voyait pas grandir. Il grandissait tout bonnement. Par période, il totalisait ayant le sens de l'ordre. À certaines dates symétriques, il se retournait pour voir d'un coup d'œil les mois laissés derrière lui. Les formes de pensée des classes dépassées périmaient chaque année, en juillet exactement. Dès la 6e, une habitude nouvelle naquit. La marche quotidienne vers le lycée, à 8h du matin. Une serviette remplaça le cartable. Elle passait alternativement du bras droit au bras gauche, suivant que l'un ou l'autre était fatigué. La main inoccupée ne reposait plus dans celle de son père, qui marchait près de lui. Elle pendait, libre, solitaire, n'ayant plus besoin de secours. À de tels signes se mesure une autonomie légitimement croissante. Le trajet présenta pendant les premiers jours un indiscriminable émerveillement. Puis, des magasins sortirent de l'anonymat, devinrent familiers. Ce qui commença fut une papeterie au cahier neuf, relié, de l'espèce sérieuse et opulente. Suivit le bazar d'électricité et photographie. Le marchand de nouveautés vint le dernier, ralenti sans doute par ses pesants complets, pour grandes personnes, et le lourd sourire de ses 3 mannequins. Puis il s'usa lui aussi, quitta le tableau pour le cadre et le cadre pour le néant. Le libraire papetier tint plus longtemps que tous, grâce à une ruse. Il s'avisa de se transformer. Il adopta des lignes végétales, un genre anglais et le nom de Modern Library, avec cette apostrophe qui fait le fond de la langue. Les Anglais l'omettent par laisser aller,
par simplicité de gens riches de bien d'autres anglicismes. Mais lui n'en possédait que 3. Encore y comptait-il l'abjonction des guêtres et la suppression des moustaches. Ce modernisme mercantile perdit à son tour tout comique. Le voyage, dévêtu de charmes accessoires, appartint au genre des plaisirs purs et non mêlés. Augustin entrait dans la catégorie des petits garçons scrupuleux, studieux, dociles. Le sentiment d'une leçon imparfaitement sue, que 2 ou 3 fois par an, le cours des choses le forçait d'éprouver, pesait sur son cœur comme un corps étranger. En classe, sur le banc de devant, où il se tenait traditionnellement assis, il le manifestait par une restriction de volume, une immobilité écrasée, des yeux qui, n'osant se lever, craignant de se baisser, se fixaient pendant la récitation à mi-chemin entre chair et sol sur l'encrier. Il connaissait la joie spéciale des brouillons nets, aérés, qui prolongeaient dans le domaine privé celle des copies soignées. Pas de dessins parasites, de taches d'encre lourdes, d'autres lavées d'un coup de langue. Sur ses livres, une saleté faite par autrui devenait insulte. Faite par lui, péché. Et l'humiliation nuançait le remords. La volupté des pages blanches, des plumes neuves, du crayon de couleur frais taillé, commune à beaucoup d'enfants, était chez lui instrumentale et combative. Elle renfermait l'envie de se battre avec de futures énigmes arithmétiques ou grammaticales, ses Navarrais à lui et ses Castillans. Il goûtait les satisfactions de conscience tout seul, avec une fermeté silencieuse et fière, qui était sa manière d'avoir 10 ans. Petit garçon qui ne sait pas jouer tant qu'un devoir reste en attente, il souffrait si tout n'était pas achevé, problème ou leçon à point, à l'heure. Si tout n'était pas rangé avec une régularité nue dans ses papiers, son pupitre, sa pensée. On le disait réservé et susceptible. Des reproches le bouleversaient pour des jours. Il se sentait perdu, marqué devant l'univers. Il était l'enfant qui écoute, avec une attention froidement dédaigneuse, une leçon annonnée, un thème de balourd, avec souffrance, une interrogation que le maître laisse, par lassitude, inférieure à l'explication dont elle dérive. Il ressuscitait quand commençait la leçon nouvelle. Il respirait à plein poumon de l'air neuf. À certains moments précis des horaires, parcourant l'un derrière l'autre, sous l'oppression du censeur, de longs couloirs en ciment losangé, les 6e entraient à la file indienne dans une classe fraîchement balayée, ses 8 d'arrosage encore noirs. Il trouvait le professeur debout, immobile, la figure conventionnellement solennelle, mais le ventre pacifique, au-dessus d'un pantalon impossible à solenniser. Ces moments illuminaient l'enfant comme une rentrée dans la lumière, le retour vers une grave amitié, vers un protecteur. Une belle explication comprise lui apportait une multiple joie. Aigu plaisir d'une énigme résolue, satisfaction de cultivateur se promenant dans de beaux champs récemment achetés, bien à lui, enviés des autres, et aussi une certaine émotion plus vaste, moins matérielle, faite de domination intellectuelle et de fierté. Les vérités générales de type oratoire, exprimées aux enfants par de vieux hommes idéalistes, chargés de famille, pauvres et ingénus, versaient vraiment sur cet enfant tout ce qu'elle recèle de suc nourricier et d'antique magnificence. Bien des petits garçons semblables, tenant, comme on dit, la tête de la classe, sont chaque année remarqués par les proviseurs au début d'octobre, dans le soleil pluvieux des rentrées. Rien n'en eût distingué Augustin. Mais de plus, il avait son père. Ils se comprenaient tous les deux très profondément, très au-delà des mots. Ils travaillaient ensemble le soir, pendant les 2 heures délicieuses, logées entre 5 et 7, pour eux seuls. Le petit prenait l'habitude de juger lui-même du fini de son explication dans le De Viris, de la mécanique certitude de sa leçon en grammaire latine, à peine dirigée et guidée par le coup de pouce paternel. À l'heure de la veillée, de 8 à 9, comme chez les grands, tout devoir fait à plein, toute leçon maîtrisée, une ingéniosité dont le petit garçon ne se rendait naturellement pas compte, abaissait au niveau où il pouvait les cueillir,
à l'aise et sans fatigue, les fruits d'un jardin prodigieux. L'enfant, sentant parfois l'envie d'embrasser l'arbre, se retenait de jeter autour de lui ses petits poignets, à cause de la gravité de ses 10 ans. Il ne se retenait pas toujours. Un sourd et fort amour gonflait le père d'un enivrement que cachait son visage et dont éclatait son cœur. « Cet enfant vous est une joie ?» interrogeait le collègue agrégé de grammaire. « Une grande joie ?» répondait l'autre, de l'air brusque, hâtif et confus dont on mange un gâteau qu'on ne partagera pas. Les classes passèrent ainsi dans un enchantement. Un poêle à charbon, trapu, gris cendre, immobile comme un chat de foyer, portait sur sa tête plate une casserole d'eau près de l'ébullition. Par les joints des fenêtres sifflaient les hivers. Le poêle susurrait sa petite chanson méditative, entière dans leur tendresse et dans leur solitude. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.